Salut, c'est Hawa et Estelle. Bienvenue dans ce dernier épisode de The Spot. Mais on vous rassure, il s'agit uniquement de la fin de notre première saison qui coïncide avec les 1 an du podcast. Nous tenons donc à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter nos épisodes, de nous laisser des notes et commentaires sur Apple Podcasts ou encore sur les réseaux sociaux. Grâce à votre soutien, nous avons pu dépasser les 1600 écoutes. Un petit pas pour vous, mais un grand pas pour nous. Nous tenons également à remercier les différentes intervenantes qui ont accepté de nous accorder leur confiance et ce malgré un emploi du temps chargé, alors que The Spot n'était qu'un petit nouveau dans la planète podcast. Merci donc à Virginie Ognan, Laurence Lascari, Diana Brondel, Sarah Daninte, Blachette et Jennifer Padjim. Mais il est temps pour nous de vous laisser avec la deuxième partie de cet épisode consacré à Sarah Daninte. Il y est question d'inégalité salariale femmes-hommes, de liberté de parole chez les sportives et les sportifs. Elle nous parle de son métier de Digital Account Project Manager et comment sa carrière de sportive a contribué à son évolution professionnelle, d'engagement. On parle également des Antilles avec un focus sur les problèmes de surpoids et d'obésité et comment Sarah aimerait y remédier via son futur projet, de give back chez les sportifs antillais, Marie-Josée Perret qui est l'une de ses inspirations. Enfin, on termine cet épisode sur une note un petit peu plus difficile, mais ô combien nécessaire, à savoir notre rapport à la mort et la perte d'un être cher, et pourquoi il est important de s'y confronter. Nous vous souhaitons donc une bonne écoute. Par exemple, moi en tant que médaillée olympique, déjà en tant que championne du monde, j'avais la même paye qu'un gamin qui était champion de France. Normal, je suis une femme. Ensuite, En tant que médaillée olympique, j'avais la même paye qu'un mec qui était. Je parle d'un gamin, hein. Je parle pas d'un senior homme parce que là, il y avait des écarts de ouf, quoi. Et pourtant, on parle d'escrime, quoi. Donc, en tant que médaillée olympique, je me rappelle plus, j'avais un salaire aussi ridicule. Je pense que j'avais comparé avec un athlète, enfin d'athlétisme, je veux dire. Et je pense que je devais avoir le même salaire qu'un athlète. Je sais plus quel club, champion de France ou un truc. Donc ouais, les inégalités, il y en a. Il y en aura encore pendant un moment. Le souci, parce qu'il faut aussi le dire, moi je suis retraitée aujourd'hui. Il y a des choses que je peux dire plus facilement, mais il y a des choses que j'ai pu dire et qui m'ont coûté cher. Il faut savoir que, si je prends mon exemple, par exemple, à l'épée, il n'y a pas énormément de clubs en région parisienne qui sont capables de vous payer le matos, enfin le matériel, de vous payer les voyages. Donc nous, on fait quand même quasi le tour du monde. On va à Rio, on va en Argentine, on va en Asie, on est tous les 15 jours, on part quelque part et on part loin. Généralement. Donc c'est quand même des destinations qui coûtent cher, des destinations sur lesquelles on reste longtemps, forcément. On va pas partir 2 jours à Rio, on part quand même 10 jours. Cuba, on part 10 jours. Enfin, ça coûte cher. Il n'y a pas énormément de clubs capables de vous financer ça. Et ça, les clubs ou les ligues parfois, ou parfois les régions, le conseil régional, parce qu'eux aussi jouent le mauvais rôle par moment, aussi les fédérations par moment, ils savent qu'ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir de t'autoriser, entre guillemets, à y aller ou pas y aller. Un ancien président d'un club d'escrime qui a sorti une fois en disant « Mais de toute façon, tu vas aller où ? Si ça te plaît pas, tu peux t'en aller, mais tu vas aller où ?» Parce qu'effectivement, c'était le seul club capable de payer, en fait. De payer pour les déplacements. Donc, ouais, tu gueules, tu râles, mais par moment, tu peux pas faire autrement que de te taire, en fait. Parce que tu sais que si ton club te suit pas, il va falloir que tu trouves une solution, que tu aies déjà te licencier dans un autre club et que tu trouves une solution pour trouver bien 15 ou 20 000 dans l'année. Après, admettons que tu fasses ce choix-là. Si ta fédé déconne, il va falloir que tu sois première au point, en fait. Tu sois toujours la meilleure. Parce que la meilleure dans quasi tous les sports, elle est indiscutable et les autres places, elles sont discutées entre des commissions, les présidents de fédé, des trucs comme ça. Mais finalement, c'est pareil. Si t'es pas la première, là aussi tu dégages. Même si t'es la deuxième, que t'as de super bons résultats, tu resteras pas en fait. Donc j'imagine qu'il y a une énorme disparité entre le salaire d'une joueuse du PSG, de l'OL et du PSG homme et de l'OL homme, j'imagine, parce que sinon on en aurait beaucoup plus parlé. Mais ouais, je sais pas ce qu'elles ont vécu. Mais je sais que dans mon sport, et dans les sports que j'ai cités tout à l'heure, la boxe, le taekwondo, etc., je sais qu'il y a une différence. Il y a un truc que j'ai appris il y a pas longtemps et qui est assez fort, toujours dans cette fédération de hand. Eux, normalement, enfin, j'ai pas vérifié, mais il me l'a dit en tout cas,
les filles ont le même salaire que les hommes. Les mecs se sont battus ouais. pour avoir le même salaire que les nanas. Aussi, exactement. Et ça, en plus, les mecs se sont aussi battus. Et ça, je trouve ça... le jour où on arrivera à ça dans tous les sports, ça sera grand jour de fête, mais... Et c'est sûrement ma naïveté qui parle, mais j'ai toujours eu cette image que le sport, c'était le seul milieu où on pouvait avoir une vraie méritocratie. Parce que si on ne faisait rien, on n'avait rien, littéralement, et que du coup, les jeux de politique, de pouvoir et autres existaient. Je vais désormais t'appeler Candide. Jeux de politique et pouvoir dans le sport, mais il y en a énormément. Oui, il y en a, mais je ne pensais pas qu'ils avaient autant d'impact sur la carrière d'un sportif. En fait, ce qui se passe dans la société, c'est exactement ce qui se passe dans le monde du sport, en fait. Les gens imaginent assez souvent que le sport, c'est, excuse-moi pour le coup, tout beau, tout propre, merveilleux, que à partir du moment où vous passez à la télé, vous êtes pété de thunes, alors que parfois, moi je l'ai vécu en tout cas, et j'en connais encore d'autres qui le vivent, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas forcément les moyens des fois de manger, en fait, ou de payer leur loyer. Athlètes ou autres personnes d'ailleurs, pas forcément qu'athlètes. Et non, en fait, le sport est malheureusement comme à l'image de la société, comme dans moi j'ai envie de dire dans tous les domaines en fait. Tous les domaines, quels qu'ils soient. Et si on fait un pont du coup entre ta vie de sportive et ton métier aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu apprendre en tant que sportive qui te servent aujourd'hui dans ton métier dans la tech ? Enfin déjà peut-être revenir sur son métier, ce qu'elle fait. On peut déjà commencer par tu nous expliques ce que tu fais. Alors, je travaille, mon métier de tous les jours, je travaille à Openfield. Donc, je disais une start-up spécialisée dans la data. L'idée, on a des clients tels que le PSG en l'occurrence, l'AS Monaco, les casinos, des hôtels aussi, Altaria Cogedim, on a beaucoup de centres commerciaux. En fait, ce sont des venues, des lieux, merci, n'importe quoi. Je cherche le mot en français. Sorry for my English. Des lieux connectés. Et l'idée, en fait, c'est de faire un profil général d'une personne, par exemple. Moi, j'aime bien aller voir les matchs du parc, au Ici, parc. c'est PSG. Paris. Ouais, mais là, c'est la galère, quoi, franchement. J'aime bien les bottines, j'aime bien, je sais pas quoi. De faire un profil linéaire de Sarah dans plusieurs secteurs, que ça soit le sport, que ça soit le retail, que ça soit à l'hôtel, ou profil même psychologique, elle est en retard, etc., etc. Donc voilà. L'idée, donc moi au quotidien, je fais un peu de ça. J'étudie aussi les campagnes pour mes partenaires. Donc je sais pas, ça peut être Bercy, Monaco, ça peut être le PSG, ça peut être l'ACO, les 24 heures du Mans. Donc voilà. Donc ça c'est mon boulot au quotidien. Et du coup, les ponts qui peuvent exister entre ton boulot quotidien et ce que tu as fait par avant, ta vie de sportive. Moi, le premier truc qui me fait toujours marrer, c'est plutôt le côté humain. Alors moi, j'y accorde une place assez importante. En fait, l'école, le sport, c'est une belle école pour ça. Vous apprenez... en fait, on se rend compte qu'il y a toujours dans des groupes, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été médailleuse olympique avec ma meilleure amie, mais aussi des nanas qui ne sont pas forcément mes potes. Pendant près de 15 ans, quand d'autres, vous peut-être, partiez en vacances, moi je partais une semaine à 10 jours avec 2 potes, 3, 4, et 10 nanas, dont peut-être 4 que je pouvais pas voir, et peut-être 8 qui pouvaient vraiment pas me voir. Donc, et on sait que dans un groupe, il y a toujours des profils qui ressortent. Alors le leader, la personne qui suit, la personne qui pose toujours la question du pourquoi, etc., etc. Et ça, par contre, pour ça, le sport, c'est magique. Parce que dans toutes les sociétés toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, directement, on sait qui est qui, en fait. Donc, et puis on peut se placer par rapport à qui est qui. Et on peut facilement voir dans le jeu des gens qui vont foutre la merde, en fait. Ça, c'est Ça va être pas mal tu le utile. sens et tu le vois direct. Et ça, ça, je suis contente d'avoir ça, en fait. Parce que, tu évites de perdre du temps. Hein. Tu sais si tu vas plus ou moins rester ou pas. Comment tu vas bosser ou pas avec telle ou telle personne. Parce qu'en fait, le sport, c'est
c'est ton corps, ton outil de travail. C'est à même la peau, donc les gens, tout ressort en fait. Que tu sois content, que tu sois pas content, que tu sois battant, pas battant, que tu sois en forme, pas en forme, les choses ressortent. Donc on apprend petit à petit à voir et à sentir, à détecter des choses qui finalement sont liées à telle ou telle émotion ou telle personnalité ou trait de personnalité en fait. Donc ça par contre, c'est vraiment top. Et en dehors de ça, la gestion du stress. J'ai bossé dans des boîtes par exemple où on avait un truc qui tombe à 17h et qu'il fallait que ça soit en run pour le lendemain. Et parfois, je voyais mes collègues paniquer alors que c'est bon, on a 3-4 heures, on peut y arriver. Et moi, mon truc en équipe de France, ça a toujours été ce côté un peu leader et vraiment mettre... quand j'avais des collègues qui... Moi, ça m'arrivait plus d'une fois de me faire dessus, par le stress, la pression. Quand j'avais des collègues qui avaient des moments de doute, moi, j'avais ce côté guerrier où je revenais et je disais « Allez, on a travaillé, tu vas y arriver !» Où je la remettais vraiment dedans, en fait. Et du coup, ce truc, je l'ai aussi gardé au sein de l'équipe, au sein d'entreprises où quand ils sont paniqués en se disant on va jamais y arriver, il faut que le client il veut ci, en fait, où je les... écoute, là tu te calmes, on va faire ci, on va faire ça, ça va aller, toi tu gères, tu fais ci, tu fais ça, et on avance en fait, que je connaisse ou pas le sujet en fait. Et il y a plein de petites choses comme ça, la gestion du stress, l'atteinte d'objectifs, le dépassement de soi, etc. Donc c'est formateur pour le coup. C'est surtout au niveau humain en fait. Et du coup, l'humain, ça nous permet de faire la liaison avec ta partie engagement. Parce que du coup, j'ai lu que tu étais membre du board donc, au sein de l'association Premier Cordée, dont tu as parlé au début. Tu es ambassadrice pour l'association Un maillot pour la vie. Donc, pourquoi c'est important pour toi de t'engager Je sais pas quoi répondre à cette question. Je sais pas, moi ça me semble juste normal en fait. Un maillot pour la vie, ce sont des goûters qu'on fait aux enfants, hospitalisés aussi. Un maillot pour la vie, donc ça c'est un maillot pour la vie. Premier de cordée, c'est changer le regard sur le handicap et changer un peu l'instance d'une demi-journée, quelques heures, une journée, le quotidien d'enfants hospitalisés. Donc là, pareil, on fait venir des athlètes des athlètes, que ce soit de haut niveau ou pas, et faire profiter d'un moment avec les gamins. On a d'ailleurs le Stade de France qui nous est offert pendant une journée où on fait venir pas mal de gamins de la région d'hôpitaux, et les gamins ils sont comme des oufs, mais comme génial. Des oufs. Avec des stars, si je puis dire, Kylian Mbappé, des grands joueurs d'autres sports, et des entre guillemets stars pas entre guillemets, parce que c'est pas parce que moi je le vois pas comme ça, mais des stars de la télé, Adriana Carambeu, Danse avec les stars, etc. Donc les gamins sont comme des oufs, et puis surtout ils profitent, ils font pas mal de sports différents. Et c'est génial. Enfin, moi, la première fois que je l'ai faite cette journée au Stade de France, c'était l'année dernière. Et moi, j'ai eu des frissons. J'ai chialé parce que je les ai vus courir comme des fous. Parce que à un moment donné, ils ont la possibilité d'entrer de faire comme s'ils étaient les joueurs de foot de l'équipe de France. Ils sortent des vestiaires. Donc ils arrivent dans le vestiaire. Déjà, ils ont Kylian Mbappé qui les attend. Ils savent pas. Donc ils sont comme des malades. Ensuite, on leur met la musique comme si c'était la Champions League. Et puis avec la lumière, les feux, les trucs. Ils arrivent sur la pelouse, Stade de France, ils courent comme des oufs. Moi, j'ai chialé, quoi. Et ça, c'est une raison suffisante, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà un quotidien compliqué, et que je trouve que, c'est normal. Pourquoi cette cause-là ? Parce que, pour ça. Et pourquoi s'engager ? Parce que je suis humaine, parce que j'ai du temps, et que, j'en ai pas toujours, mais j'en donne quand je peux, et que je trouve ça essentiel et important. Et ça, ce sont les deux causes premières. Après, il y en aura d'autres qui vont suivre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal dans ce monde, quoi. Donc voilà. Et j'ai également lu sur ton profil LinkedIn que tu étais ambassadrice pour les JO 2024. Ouais. Et du coup, en quoi ça consiste ce rôle ? Avant, c'est plus trop d'actualité en ce moment, mais en fait, c'était plutôt
parler des JO, pas vraiment convaincre les gens, mais parler des JO, de ce que ça va apporter, et puis aussi d'être présente en tant qu'athlète qui a vécu les Jeux, donner mon avis sur, par exemple, comment ça se passe. Alors nous, au niveau des installations, on a vécu ci, on a vécu ça, ça, moi j'ai trouvé ça bien à tel JO, etc., etc. Donc, et puis c'est aussi une image de com, parce que moi je suis pas trop là-dedans, mais ça marche aussi. Faut aussi jouer ce jeu-là, de la com et de l'image justement pour les sociétés, pour qu'elles deviennent sponsors, pour la télé, pour la radio, etc., etc., les médias. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé bien dans quel JO ? Alors moi, les JO que j'ai le plus aimé, c'est les JO de Sydney 2000. C'était la fête. C'était la fête tout le temps. Mais même en dehors des sportifs, hein, c'était la fête dans la ville, en fait. Et la fête dans la ville, en fait. Et puis tout le monde était accessible. Tu te retrouves dans un bar, parce qu'il y a des villages... et Village France, Village Canada, etc. Donc tu te retrouves dans un bar à boire une bière, en fait tu te retrouves avec Donovan Bailey ou un truc, tu dis easy quoi, ou Jordan, enfin c'est juste pas normal. Moi j'achète tes Jordan, ouais, c'est ça. Mais je vois pas de verre c'est avec n'importe quoi. Non mais il y a des trucs comme ça qui, donc ouais, Sydney c'était vraiment top. Rio, c'était magnifique parce que c'était Rio aussi et que Rio c'est beau, les gens sont accessibles. De toute façon, généralement pendant les JO, c'est souvent la fête et les gens sont souvent accessibles. Mais en contrepartie, justement, Rio, c'était, faut quand même. Alors il y a un truc, une espèce de truc dans lequel je m'engage et je sais qu'il est pas très bien perçu dans mon milieu, mais si on prend l'exemple des Jeux d'Athènes, les infrastructures ont coûté très cher. Et elles ne servent à rien aujourd'hui, pour la plupart ou la totalité, je ne sais pas. Rio, on a... Donc ils ont eu les Jeux, à ce qui paraît de manière... Il y a eu une histoire de corruption là-dedans, ce qui est assez étonnant, hein, venant de ce pays-là. Et en fait, on a délogé des gens. On a délogé, on en a relogé, et peut-être qu'il y a des gens qu'on n'a pas relogés. On a créé un tramway, un train, on leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir s'en servir après, sauf qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter le billet pour rentrer dedans. On leur a fait croire beaucoup de choses, et à chaque fois, ils n'ont pas les moyens de faire... Donc en fait, il y a toujours une barrière, en fait. C'est finalement toujours la même classe sociale qui s'en sert. Et moi, c'est un truc qui me dérange en tant qu'athlète. Les JO, c'est beau, c'est magnifique, c'est une expérience de fou. Mais à ce moment, il y a une espèce de honte quand même de se dire qu'on fait partie des personnes qui ont profité de ça, en fait. Donc ça a été un problème. Ensuite, Pékin, quand même, 2008, c'était un souci aussi parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont essayé de, comment dirais-je, de tenir tête au gouvernement. On va pas rentrer dans le sujet, hein, parce que ça se trouve, on est peut-être écouté. Donc voilà. Non, les Jeux, c'est magnifique, c'est beau partout, mais il y a des choses qui se sont passées dans certains pays qui me dérangent et ce serait quand même bien un de ces jours que le CIO se rappelle des valeurs qu'il veut véhiculer dans le sport, mais qui s'en rappellent aussi dans la vie, et pas que aussi ce côté, c'est dur à dire, mais ce côté un peu argent avec des sponsors, avec la télé, les droits télé, etc. Bien sûr que c'est important, ça nous permet de vivre, ça nous permet d'être visible, mais il y a des gens qui vivent, quoi. Il y a des gens qui vivent là, en fait. Moi, c'est dérangeant. Et Rio, c'était les premiers Jeux où, en portant un survêt de France, et c'est pas le fait qu'il soit France, où je crois que c'était à Lappe, enfin je me rappelle plus, dans un quartier assez connu, où on a senti qu'il fallait y aller, en fait. C'était la première fois où ça m'a fait bizarre. Parce que nous, on en profitait, parce que c'était les Jeux, mais qu'à côté de ça, il y a des gens qui avaient faim, en fait, rien. Et qui avaient plus de logement, ou on n'était pas les bienvenus, quoi. On n'était pas les bienvenus, c'était la première fois. Du coup, par rapport aux JO qui arrivent
en France en 2024. C'est quoi ton point de vue? Enfin, comment tu vois les choses et notamment sur cette question de jeux inclusifs, si tu veux en parler. Alors moi, je suis contente et fière qu'on ait les Jeux à Paris. Je suis contente qu'on ait déjà beaucoup d'infrastructures, qu'il y ait des choses qui soient démontables aussi plus tard, qu'il y ait des projets où on va utiliser en fait ce qui sera créé, produit, etc. Je suis contente qu'il y ait, je me rappelle plus exactement si c'est bien le village olympique, mais par exemple, tout se passe pas à Paris. Ni à Versailles. Ouais, la Seine-Saint-Denis, il se passe quelque chose. Ouais. Donc à Saint-Denis et pas très loin de l'île Saint-Denis, pour le coup, ça me fait des frissons parce que c'est important. Donc alors après, j'espère qu'il va se passer des choses dans ces coins-là, mais que les personnes qui y vivent, elles aussi seront incluses dedans, associées au truc, que ça soit les volontaires, parce que même volontaire, c'est une super expérience. Ouais. Pas même volontaire, mais volontaire, c'est aussi une super expérience. Travailler, je sais pas, dans la com, dans n'importe quoi, qu'il n'y ait pas de barrière à l'emploi, à l'embauche, les jeux, justement, qu'on se serve des valeurs des valeurs portées par ces jeux, qu'on s'en sert aussi pour inclure des populations auxquelles on pense pas parce qu'on s'est habitué à pas penser à elles, quoi. Ouais. Et par ça, j'entends bon, c'est 2024, ça a l'air loin, mais en fait, ça va venir très vite. Mais par ça, j'entends des populations noires, maghrébines, homosexuels, transgenres, je sais pas, je m'en fous en fait. Moi, je suis pas là pour juger, savoir qui fait quoi avec qui chez lui. Les gens font ce qu'ils veulent chez eux en fait, ou en dehors de chez eux d'ailleurs. Enfin, c'est pas mon problème. Moi, ce que je te demande, si je t'embauche, c'est que tu sois efficace en fait. Ouais. Donc ça, j'espère que Paris fera bien les choses, quoi. Et j'aimerais être fier aussi à la fin de ces jeux en me disant purée, ouais, il y a des gamins qui ont ça comme expérience, ils ont participé au JO, ouais. Ils peuvent mettre ça sur leur CV alors que ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir du réseau, hein. Le fameux réseau, sans être dans une école de commerce, sans être dans une école d'ingé, sans être dans une boîte où on a nos parents qui y bossent et qui nous permettent d'y accéder via un stage ou autre. Ouais, ils auront la possibilité de mettre ça sur leur CV, ça leur et puis même ça met des étincelles dans les yeux et tu te dis waouh, c'est ça le monde, il y a le monde entier qui vient chez moi. Ouais, ça te pousse, quoi. Ouais. Donc ouais, j'espère que ouais, je suis fier qu'on les ait. J'espère que ça se passera très bien et j'espère qu'on tiendra compte de toutes les populations quelles qu'elles soient. C'est important. Ça changera. Estelle y croit pas trop. Non, mais il faut y croire, justement. Il faut y croire parce que on a la possibilité. Déjà, c'est chez nous. Quel que soit le poste qu'on occupe, toi, par exemple, t'es dans un incubateur. Les gens que tu croises au quotidien, dans la semaine, dans le mois, t'as cette responsabilité, selon moi, parce que je fonctionne comme ça, ou donner de temps en temps une petite piqûre de rappel en disant hey, toi, t'as la possibilité de faire quelque chose en Seine-Saint-Denis, tu fais quoi? Donc, je pense que moi, j'y crois. Ah très bien. J'essaie. Moi, j'y crois. Et même si des personnes qui sont haut placées, elles, peuvent ne pas y croire, je vais pas dire que c'est pas grave, parce que oui, c'est grave, mais malgré tout, ça n'empêche pas que le mouvement soit en place et qu'il avance, en fait. Sauf qu'il avancera un peu plus lentement, mais il avancera, par contre. Donc du coup, on va parler de la partie projet, tes projets à venir. Ouais. Et donc, en tant que Guadeloupéenne, je voulais savoir si tu avais des projets pour notre île. Alors, j'ai plein de projets en tête, mais concernant la Guadeloupe, j'en ai quelques-uns qui me tiennent à cœur. Essentiellement, alors moi, il y a un truc, je crois que je t'en ai parlé, qui m'a choqué il y a quelques années, c'est que moi, quand je suis partie de la Guadeloupe, de petite à mes 20 et quelques années, j'ai toujours connu la Guadeloupe comme étant une île de sportifs, quel que soit l'âge, hein, que tu sois bébé, petit, au collège, au lycée, parents, grands-pères, arrière-grands-parents, enfin,
moi j'ai toujours vu des gens faire du sport, que ça soit marcher vite, que ça soit danser, parce qu'on aime danser quand même, que ça soit aller à la plage, marcher, se baigner, etc. Et petit à petit, il y a la junk food qui est rentrée un peu plus chez nous, alors qu'on avait déjà quand même beaucoup les plats en sauce, beaucoup de sucre, etc. On a quand même 2 McDo, l'un en face de l'autre en Guadeloupe. C'est tout ça. Déjà, on a un McDo chez nous. Ça, c'est triste. C'est la première chose. Macrado est chez nous et c'est triste. Les 2 en face de l'autre. Ouais. Ça, et maintenant, un KFC. Ouais, KFC vient d'ouvrir à Dakar. Et Big Fernand arrive en Guadeloupe. Il y a des annonces sur Twitter et Facebook en mode Hourra, KFC arrive à Dakar, les gens préparez-vous, pétez vos comptes d'épargne, c'est bon, on va aller au KFC. Moi je suis en mode c'est ouf. Mais ils se rendent pas compte en fait. Non mais c'est ça, le poulet du samedi, il est tout aussi bon. Meilleur quoi. Oui, tu vois. merci. Meilleur, tu rigoles ou quoi? Pourquoi vous allez au KFC quoi? Moi une fois je suis rentrée en Guadeloupe en vacances et j'ai vu un obèse puis un deuxième. Donc ça m'a un peu surprise. Parce que c'était un adulte, mais le deuxième, c'était un ado. Et je suis rentrée une année après, et là, j'en ai pas vu 2, j'en ai vu un peu plus. Et plus je rentrais, plus je voyais des obèses. Et moi, je voyais des gens faire de sport. Corrélation. Donc ça, c'est un truc qui m'a choquée et vraiment dérangée. Alors, comme on sait, je pense que tout le monde sait que aux Antilles, je ne sais pas si c'est le seul endroit d'ailleurs, mais aux Antilles, quand on reçoit la matière première, par exemple pour un yaourt, de Yoplait, on va pas donner de marque, non, c'est déjà fait. Mais bon, on la reçoit telle quelle, sauf que une fois que on rajoute, je sais plus, entre 25-35% de plus de sucre, je sais plus, mais un truc horrible. Sachant que, alors, juste pour rappel, le sucre rend plus dépendant que la cocaïne. Lisez les études, regardez les infos, enfin, je sais pas. Le sucre, c'est un danger. On a plus de mal à se défaire du sucre que quoi que ce soit d'autre. Tous ceux qui ont essayé les régimes keto, low carbs, tout ça, le savent. Ouais, le sucre, c'est... les poussées que t'as, des envies de sucre, ouais, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, et puis donc on rajoute un pourcentage assez fort, assez important en tout cas de sucre dans la matière première. Ces mêmes personnes qui font ça, de ce que j'ai bien compris, détiennent aussi les supermarchés par exemple. Donc quand t'achètes du sucre, généralement t'as envie Généralement, les gens ne vont pas boire de l'eau. Ça a l'air con, mais non, ils vont se relancer vers une boisson sucrée, un soda, un truc comme ça. Encore détenu par les mêmes. Ils vont manger un truc... Enfin, c'est un truc qui s'arrête jamais, en fait. Et ces mêmes personnes sont... Quel que soit le cursus, si je prends un exemple horrible, alors Monsanto, il a racheté pas mal de choses, il a ses pesticides. Maintenant, vous pouvez carrément plus planter une simple graine dans votre jardin, enfin en tant qu'agriculteur, je veux dire, sans utiliser ses propres trucs de Monsanto, le monde à l'envers, quoi. Et maintenant, il a investi dans Bayer. Donc c'est-à-dire que il te nique avec ses pesticides et puis il va racheter des laboratoires pour pouvoir, pour donc te là, soigner, mais pas trop quand même. Ouais, donc là, c'est un peu le même principe, en fait, qui se passe aux Antilles. Je vais à l'extrême, mais c'est vraiment pour imager. Vous allez manger, boire, etc., vers une population bien précise, parce que, en fait, une bonne partie du marché, financier en tout cas, est détenue par par certaines familles aux Antilles. Il y en a pas énormément, voilà. Pour ne pas les nommer les béquets. Les béquets. On peut les nommer de toute façon. Canal+ l'a fait et même leur reportage, on le retrouve plus sur YouTube. Très bizarre. Moi, j'ai aucun problème à les nommer. Et en fait, par contre, quand on regarde, parce que moi, quand j'ai regardé ce reportage qui a choqué beaucoup de personnes dans mon entourage, et je pense beaucoup de personnes tout court, de Canal+, et encore, j'ai vraiment du mal à le retrouver, ce reportage. Je pense qu'il a été supprimé, tout simplement. En fait, on se rend compte que ces personnes qui, d'ailleurs, elles mangent pas ce qu'elles vendent aux Antillais. Elles se font livrer bio et tout ça par hélicoptère. Donc c'est quand même assez drôle. Donc je vais quand même répondre à la question, parce que je pars dans tous les sens, mais l'idée c'est que moi j'aimerais, je peux pas dire gagner suffisamment d'argent, parce que l'argent ça te permet de voyager, de faire des trucs, mais la vraie richesse c'est la famille, les amis, l'amour que tu donnes et que tu reçois en fait. Donc moi j'ai été éduquée comme ça.
même si parfois on peut se perdre par moment. Mais c'est de pouvoir monter une structure qui soit totalement gratuite pour réapprendre. Parce que c'est choquant de voir un gamin de 12 ans, j'en ai 39 depuis 1 mois et demi, qui soit plus lourd que moi. Il a 12 ans, le gosse. C'est pas possible. Et tu peux pas me dire que ça dérange pas les parents, enfin. Donc, ouais, pouvoir monter une structure pour réapprendre aux gosses, mais aussi à leurs parents, à faire du sport et à se nourrir de manière gratuite. Donc ça, c'est un truc qui me botte pas mal. Essayer petit à petit de changer un peu cette mentalité de... Je pense qu'en s'attaquant à cette économie-là, ça va être très compliqué, justement. Ouais. Mais ça fait partie... on peut pas accepter de se laisser empoisonner, en fait. Parce que c'est ça dont il est question. Bon, je vais partir au génocide parce que ce serait irrespectueux pour des personnes qui... Mais on est en train de nous empoisonner, en fait. Ouais. Puis il n'y a pas que le sucre. Hein. On a le chlordécone, mais bien aussi. sûr. On a pas mal de sujets, quoi. Donc ouais, ça. Après, m'investir un peu plus au niveau... m'investir un peu au niveau tech, digital aussi là-bas. Mais pas en arrivant, voilà, je viens de Paris, je connais tout, je vais vous apprendre la vie. Mais plutôt dans le sens aider et supporter des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, en fait. Moi, je pense que je vais pas dire quel que soit le sujet, mais dès qu'il y a un truc qui va essayer de faire, dès qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de monter quelque chose pour bouger les choses, je pense que je vais lui dire, hey, gars, nous ensemble. Il y a de fortes chances que je lui dise parce que là mon île commence à me faire peur, quoi. Tout à l'heure tu me disais que Big Fernand par exemple venait. Ouais, donc, apparemment ils arrivent en Guadeloupe. Moi la dernière fois que je suis rentré c'est l'été dernier, enfin non je suis rentré plusieurs fois dans l'année, mais où je suis vraiment rentré longtemps, c'était en vacances l'été dernier. Et déjà j'avais vu un Monoprix. Le Monoprix venait d'ouvrir. Je dis Monoprix quand même. Et après, j'ai vu Paul, j'ai vu, comment il s'appelle, Cogent, et puis je sais plus quoi. Enfin, il y a même Kaiser maintenant. Voilà, Kaiser. Par contre, c'est bon. Hein. Oui, mais... Non, mais c'est bon. Mais quand j'ai vu ça, j'étais là. Ouais, Kaiser, ça m'a choqué. Et en fait, non. D'un point de vue marketing, ces gars-là, ce qu'ils veulent, c'est se faire de l'argent. Et ils ont compris que les Antillais, de toute façon, ils lâchaient de la thune sur ça. Ils lâchent la bouffe. Et puis... il y a ce côté appartenance aussi sociale qui malheureusement est toujours présent quand même chez nous, quoi. Donc voilà, c'est entre guillemets normal qu'ils viennent et qu'ils s'installent. Et malheureusement, il y a aussi, je pense, une responsabilité du conseil régional et général. S'ils ont envie de, il y a quand même des villes qui refusent McDo. Et ils savent très bien pourquoi. Donc c'est vrai que ça rapporte de l'argent, mais c'est vrai que ça tue aussi les gens. Donc faut faire des choix, en fait. Et toute cette problématique d'éducation à la nourriture, au sport, moi aussi, je le vois du côté du Sénégal, où culturellement, être en chair, c'est bien vu. Et sur la question des personnes faisant moins en moins de sport, tu me permets de faire la liaison sur notre tagline « Guadeloupe, terre de champions ». Mais sauf que, on en a encore quand même des champions, mais j'ai l'impression qu'on en a moins. Notamment en athlétisme, en football, et du coup comment ça s'explique Alors je pense qu'il y a beaucoup ce truc de sociétal où en fait les gens veulent tout de suite sans faire d'efforts. Mais ça c'est fréquent même ici en France, hein. Moi quand je vais encore dans des collèges, en métropole, il y a des gamins, j'échange avec eux, pour eux c'est soit le futur, ils sont le futur, comme ils disent, Mbappé ou autre. Je leur explique qu'en fait c'est pas ça la vie, hein. Et puis tu peux te flinguer un genou, bon voilà. Donc il y a ça, et puis du coup en fait le fait aussi de manger de la merde, je suis désolé j'arrive pas à trouver d'autres expressions, mais tu peux de temps en temps faire des écarts ou pendant une période, moi encore une fois, quand je suis en Guadeloupe, je vais pas dire le contraire, je vais pas manger des haricots verts tous les jours. Je mange des plats en sauce, ma mère me fait des colombos, combo cabré c'est mon meilleur, avec des dombrés au wassou, il y a des trucs que j'aime, quoi. Mais c'est pendant une courte période. Et puis je fais encore un peu d'activité sportive. Et donc il y a ça, il y a cette malbouffe qui est au quotidien. Et puis cette bouffe extra
tout le temps. Avant, quand on nous servait des portions, on se servait des portions pour un estomac. Maintenant, je pense qu'on a entre 1,5 et 2 estomacs chacun. Donc, les portions sont juste ouf, quoi. Et ça aide pas. Et on nous incite à tout le temps manger, en fait. C'est comme si on était... moi, quand je rentre là-bas, j'ai l'impression d'être à McCradoland, quoi. Je me retourne, j'ai un truc, 3 mètres après, j'ai un autre truc dégueu, ou crade, ou pas très bon pour la santé. Donc, voilà. Et puis... il y a aussi ce côté où, finalement, le fait de pas pratiquer, tu t'encroutes. Le moindre truc que les gens veulent faire, ils prennent toujours leur bagnole, ils se bougent pas. Et il y a cette paresse qui s'installe. Il y a cette paresse qui s'installe petit à petit, en fait. Parce que, mine de rien, ce comportement-là, en fait, amène une paresse, en fait. Je parle pas d'une période de 1 mois ou 2 mois. Je parle de toute l'année. Et toute l'année, pendant plusieurs années. Donc, moi, je vois ça beaucoup je vois ça chez des parents, et nos parents restent quand même nos premiers modèles. J'ai pas d'enfants, donc je peux pas me permettre de juger ce que font ou peuvent faire d'ailleurs, parce que parfois il y a des gens aussi ça McDo l'a bien compris, qui mangent McCrado parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger autre chose. Un burger, c'est 1,50€, je crois, 1,80€. Donc ça fait gagner du temps aussi. Quand on sort du boulot, on n'a pas forcément le temps de cuisiner. Donc je pense qu'il y a tout ça. Et puis les gens sont de moins en moins... j'ai l'impression... Moi, quand j'étais petite, c'est vrai que je regardais Jordan, je suis une fan de basket. C'est vrai que je regardais Mike Powell, parce que voilà. Mais à côté de ça, j'avais des repères. J'avais mes frères, j'avais Laura Flessel, j'avais Marie-Josée Pérec, j'avais aussi des athlètes antillais qui comptaient pour moi. Et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins sur ce genre de choses, en fait. Faut savoir que les Antilles, c'est quand même à 1h30 de Miami, donc on est quand même pas très loin des États-Unis, et qu'on est, moi déjà plus jeune, on est quand même bercé beaucoup par la culture américaine. Donc c'est vrai que j'aime le hip-hop, donc c'était très simple pour moi. J'allumais la télé, j'avais BET, j'avais tous les films, tous les machins, tous les trucs. Mais finalement, quand on prend du recul, quand on regarde, en plus c'est marrant parce que je regardais une étude sur l'obésité. L'évolution de l'obésité dans le monde depuis 1964, et les Américains ont toujours été champions par contre. Finalement c'est ça qu'on voit tous les jours dans nos télés aux Antilles et tout ça. Donc je pense que c'est une répercussion logique parce que personne se rebelle en fait. Tout le monde. Ouais, je pense. Il n'y a pas aussi une question d'infrastructure sur les détections, etc. Ça, oui, ça joue aussi. Mais ça encore, pour moi, c'est en second, tu vois. Parce que même quand j'étais là-bas, on a toujours eu des infrastructures pourries. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça va mieux, malgré tout. Les détections n'étaient pas très simples. Il fallait quand même 8000 km, mais il faut payer le billet, il faut plein de trucs. Donc, c'est pas... Généralement, les entraîneurs nationaux, ils se déplacent pas quand même aux Antilles. C'est très rare. Donc, ça, déjà, c'est pas normal. C'est pas simple. C'est comme si on n'était pas considéré, en fait. Donc, et pourtant, on a fourni pas mal de champions, donc c'est paradoxal. Ouais, assez, ouais. Mais pour moi, ça, les infrastructures et puis le fait des détections qui se font en métropole, parce qu'il faut le dire clairement, c'est ça. Je pense que ça passe en second plan parce que tout ça a toujours existé et pourtant on a toujours été très bon. Mais là, je pense que la junk food est vraiment en train de gagner. Et puis la paresse prend une place trop importante. Et du coup, il y a quand même une petite exception parce que, je connais pas tous les sports, donc je peux pas juger, mais en escrime, il y a quand même encore un vivier. Il y a Enzo Lefort, il y a Yanis Borel, il y a Isaura Ratibus. Donc, et pourquoi en escrime on continue à avoir un vivier. Et par exemple, sur le foot... Le foot et l'athlé, j'ai l'impression que c'est les sports qui sont le plus touchés. Moi, ça me choque vraiment, parce que l'athlé, je regardais beaucoup d'antillais. Et puis même un peu le cyclisme au niveau national. Je suis pas du tout ça. Mais je suis pas du tout ça. Ouais, le Tour de France. Chaque année, quand le Tour de France arrive, c'est une horreur pour moi parce que mes parents adorent. Donc... Non, mais je comprends. Je vis la même chose. J'ai vécu la même chose. Donc... après, ces sports ont vraiment été salement touchés. Pourquoi l'escrime me reste ? Je sais pas, je pense que
le fait qu'on ait toujours eu au moins 1 ou 2 champions dans l'année, ça n'a jamais tari le truc en fait. Il y a toujours eu des gamins toujours là à nous accueillir, toujours là à nous regarder, à nous soutenir, et puis sans vraiment de jugement, mais un peu quand même. Je crois que les escrimeurs rentrent quand même rentrent souvent chez nous en fait. Les footeux, il y a de toute façon avec le planning qu'ils ont, c'est compliqué de rentrer plus souvent que nous par exemple. À l'athlé, je sais pas, mais je pense qu'il y a ça, il y a ce truc qui est toujours quelqu'un représenté à un moment donné, et ça fait que ça. Bon, après, je sais pas, parce qu'en fait, quand on regarde, je sais pas. C'est peut-être une solution, une raison, mais je sais pas, en fait. Okay. Je n'ai pas vraiment d'avis. Donc, du coup, tu viens d'évoquer le fait que peut-être, une des raisons, ça pouvait être que les footballeurs ne rentrent pas forcément aussi souvent que les escrimeurs ou les escrimeuses. Ça se dit escrimeuse ? Ouais, c'est ça. Et donc moi, j'aimerais qu'on parle d'un point. J'avais déjà fait le constat avec les artistes antillais et je m'étais pris des tirs sur les réseaux sociaux, mais je réitère, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de giving back chez les sportifs antillais. On les voit pas forcément revenir dans nos îles et justement aider sur les questions de détection ou infrastructure ou ce genre de choses. Comment tu l'expliques ? Parce que pour le coup, par exemple, quand on prend les sportifs qui viennent du continent africain, on a vraiment l'impression qu'ils rentrent chez eux faire des choses, et chez nous, c'est pas le cas. Alors déjà, je pense que les cultures sont différentes. J'ai l'impression que c'est plus ancré dans certains. Moi, quand je regarde certains athlètes de certains pays africains, j'aurais tendance à dire ça. Après, quand je reprends l'exemple des Antilles, Guadeloupe et Martinique, je pense que c'est on nous a pas appris, on n'a pas trop ce truc de rendre, parce que assez souvent les années précédentes en tout cas, avant, on galérait, c'est comme si on avait oublié qu'on avait galéré, du coup on laissait les autres galérer aussi à leur tour pour rentrer en équipe de France ou pour faire leur chemin en fait. Déjà, je pense que c'est en train de changer. J'ai l'impression que c'est en train de changer. En tout cas, moi, je le fais et je suis pas la seule à le faire. Encore une fois, collège, lycée, etc. À côté de ça, lycée, parents, crêpes, un peu de tout parce que c'est important de le faire. À côté de ça, il y a un point important, c'est la région, par exemple. Donc, et plus d'une fois, moi, j'ai contacté, ça sert à rien de les citer, mais un président, parce que en l'occurrence c'était un homme de région, en disant il y a moyen de faire des choses, on peut venir en Guadeloupe faire des choses avec des athlètes, pas forcément des escrimeurs, mais un peu de tout. Échanger avec des gamins, leur dire que tout est possible en fait, que c'est pas parce qu'on est à 8000 km que. Insuffler quelque chose en fait et partager avec eux. Donc là tu es sur le point de rentrer en équipe de France, tu penses que tu vas quitter la Guadeloupe l'année prochaine, alors tu sais, tu risques d'avoir ci, d'entendre ça comme réflexion, de vivre ça, tu vois, il y aura la distance avec la famille, il y aura plein de trucs, et nous on l'a vécu, donc c'est normal qu'on leur dise en fait. Et le problème c'est qu'on a beaucoup de politiciens qui font de la com, qui font pas c'est peut-être ça la politique en fait, j'en sais rien, mais pour avoir échangé en tout cas avec ces présidents de conseil régional, en tout cas je parle de la Guadeloupe, mais je sais que c'était le cas aussi en Martinique puisque j'ai échangé avec d'autres sportifs, en fait les gars ils disent oui, on va faire ci, on va faire ça, ouais super, c'est une bonne idée, mais en fait ils font rien quoi. Ils font rien. Ou alors ils déroulent le tapis rouge pour les mauvaises personnes. Je sais pas si c'est forcément les mauvaises personnes, parce que finalement ce sont mine de rien des personnes qui viennent de là-bas et qui ont porté aussi les couleurs de là-bas. Donc ça c'est important. Par contre, qu'on donne de l'argent à un sportif parce qu'il est connu, parce que pour faire telle ou telle chose et qu'en fait il n'en fait rien, ça, alors que d'autres en ont besoin, ou que d'autres peuvent faire des actions. C'est ça que je pointe du doigt quand je dis les mauvaises personnes, c'est que c'est des personnes qui rentrent au pays, oui, pour avoir le petit chèque, mais qui sont pas investies et qui n'ont pas envie de faire des choses. Et là, c'est problématique. Mais il y a un truc à faire là-dedans, et je pense que ça se fait petit à petit, et on va essayer d'accélérer un peu plus les choses, quoi. Paris 2024, c'est dans pas longtemps, donc. Ouais, faut se bouger si on veut avoir des représentants. On y croit quand même. Pas quand même.
Non, là, j'y crois. Surtout en escrime. En fait, on se posait beaucoup de questions sur ce qui t'inspirait aujourd'hui. Enfin, par exemple, tu es venu à cette interview avec un bouquin. Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des œuvres littéraires comme ça qui te parlent beaucoup? Des films, des chansons? Ouais, alors, ce qui m'inspire... Ta maman, déjà. Parce que oui, ma mère, c'est on plus l'a- qu'évident. Non, mais on Alors, l'a ma bien mère, senti, donc je ouais, souligne. Et d'autant plus que c'est encore une battante, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour elle, et elle se bat. Et on est là, on l'accompagne, et ça, c'est fort. Il y a... le nom m'échappe, mais je te donnerai une politique en Belgique qui a beaucoup parlé d'incision. C'est quoi le terme exactement? D'excision plutôt, oui. c'est mieux. Non, c'est pas mieux, mais c'est le terme. Et qui veut vraiment aussi essayer de changer la place des femmes dans la politique et tout ça, et qui se bat beaucoup. Donc le nom m'échappe vraiment, mais je vous l'enverrai. On le mettra en commentaire du podcast. Voilà. Enfin après, il y a plein de personnes qui m'inspirent, que ça soit dans le design thinking, que ça soit dans la tech ou des femmes, que ça soit dans beaucoup de domaines. Donc je pourrais pas citer. Ouais, j'en aurais beaucoup en fait. Donc Et j'ai lu quand même que Tina Turner t'inspirait. Ouais. Ah ouais, tout jeune. Pourquoi Tina? Tu vois, c'est la première à qui j'ai pensé tout à l'heure. Pourquoi Tina? En fait, quand j'étais plus jeune, je sais pas, elle avait cette espèce de rage en elle, de force et tout ça. Et du coup, quand j'ai vu en plus son film, et sa vie de couple, de fou. Ouais, on sentait bien qu'il y avait une rage de vaincre, de vivre en fait. Donc ça expliquait vraiment pas mal de choses. Donc ouais, elle, Denzel Washington, Mike Powell encore, Carl Lewis encore de nos jours, même Marie-Josée Pérec parce qu'on la met souvent de côté, mais c'est aussi une référence en fait. D'ailleurs, j'ai lu que c'est toujours elle qui détenait le record. Ouais, j'ai lu ça récemment. Cette semaine. Ouais, et j'étais hyper étonnée, je savais pas. Balèze. Guada. Ah, on t'a perdu. Et toujours notre dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet notre dernière question toujours qui est: est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et sur lequel personne ne te pose jamais de questions, sur lequel on t'interroge jamais? Waouh. Alors, la représentativité, la représentation des femmes, l'homosexualité, être noir, être sportive et donc ne pas avoir de neurones, ça on me l'a dit. Non, je vois pas. Je pense que il y a par contre une chose dont je veux parler, qui est pas simple. Et oui, je prends mon souffle. En fait, on nous apprend dans la vie, on est éduqué par nos parents, on est aussi éduqué par les personnes qu'on croise au quotidien. On nous apprend beaucoup de choses, on nous apprend à dire bonjour, merci, au revoir, après, bon, t'acceptes ou pas de jouer le jeu. On nous apprend énormément de choses, on nous apprend à bien se comporter, on nous apprend... Mais il y a une chose qu'on nous apprend pas, et qui a été horrible pour moi, c'est comment, et dans certaines civilisations, ça se fait, c'est comment en fait on sait que nos parents vont partir. Moi je suis en train de perdre ma mère justement, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'elle se bat et qu'on est là, et j'ai perdu mon père il y a pas longtemps, et en fait ça on est, même si on sait que nos parents vont partir normalement avant nous, on n'est jamais prêt en fait, et je pense qu'on sera jamais prêt parce que c'est une calotte, ça vous défonce. Moi, j'ai pas dormi pendant longtemps. J'ai travaillé comme une tarée. J'ai pas fait de pause. Et en fait, ça, c'est un truc qui me tient. Je sais pas encore comment plus tard je m'investirai là-dedans, parce que ça a été vraiment dur et que ça l'est encore aujourd'hui. Mais ça, j'aimerais vraiment... Déjà, même pour moi, aujourd'hui, j'aimerais trouver la solution d'accepter, parce que je l'ai toujours pas accepté, en fait. Alors, j'ai du mal à avaler ma salive, ce qui est significatif. Mais ouais, c'est un sujet qui me tient, qui me prend les tripes, parce que c'est encore dur.
Et je sais que dans certains pays, on nous apprend que la mort fait partie de la vie. Ouais. Aujourd'hui, je sais que, enfin, je l'ai toujours su que ça fait partie de la vie, mais c'est quelque chose qui vraiment vous secoue. Et on va chacun à son rythme, donc respecter ça, respecter le rythme de chacun, respecter le fait que les gens ne parlent pas pendant une période peut-être, ou qu'ils parlent trop, ou trop beaucoup, ouais, respectons chacun et chacune. Mais ça, c'est un sujet qui me tient et j'aimerais pouvoir un jour arriver à déjà en parler plus librement. Donc déjà, ça fait peu de temps que je mets des mots dessus, j'arrive à en parler là aujourd'hui, donc voilà. Mais ouais, essayer de faire quelque chose là-dedans, ouais. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons que celui-ci vous a plu. Et comme annoncé en début d'épisode, celui-ci marque la fin de la première saison de The Spot. On tenait encore une fois à vous remercier de nous avoir accompagnés dans cette folle aventure. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour l'annonce de la saison 2 et de nos prochaines invités et ES. Si le coronavirus veut bien nous lâcher la grappe, bien évidemment. Et on vous dit à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de nous laisser une note au hasard 5 étoiles ou en commentaire sur un Apple Podcast. Bye bye.